À l'écoute de l'ORTM, il est 13h à Ouézendougu, la même heure à Ntahaka, c'est dans la région de Gao. Le journal. Aïssata Saliou Maïga. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être au rendez-vous des infos. Le comité interministériel de gestion des crises et catastrophes s'est réuni hier à la primature. Le suivi de la mise en œuvre du plan d'action stratégique pour l'approvisionnement du pays en produits de première nécessité et en carburant était au cœur de la rencontre. L'école de maintien de la paix Alioune Blondin Beye abrite depuis hier les travaux du deuxième congrès de la Société malienne de santé publique. Les chercheurs et les professionnels de santé échangent autour du thème « La santé publique au service du développement durable en Afrique ». Le Mali, à l'instar des autres pays du monde, célèbre aujourd'hui 15 octobre la Journée internationale des femmes rurales couplée à la Journée internationale de l'alimentation, une journée qui est placée sous le thème « Investir dans l'agroéconomie féminine pour la résilience des femmes rurales au changement climatique ». Dans la page sport, on parlera du deuxième tour préliminaire des compétitions des clubs de la CAF. Il sera également question du tournoi IFOA A, zone 2 des moins de 17 ans, dont les demi-finales sont prévues aujourd'hui. Dans la chronique de l'environnement de ce mercredi, Agibou Koulibaly nous fait un focus sur les thèmes de la Journée internationale pour la réduction des risques de catastrophes qui est financer la résilience par les catastrophes et pour une meilleure gouvernance des risques, des actions anticipatoires doivent être prises. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour et merci de votre constante fidélité au programme de l'ERTM. Je vous le disais à l'instant, dont les titres, le Mali, à l'instar des autres pays du monde, célèbre aujourd'hui 15 octobre la Journée internationale des femmes rurales, couplée à la Journée internationale de l'alimentation. Cette journée est placée sous le thème « Investir dans l'agroéconomie féminine pour la résilience des femmes rurales au changement climatique ». Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions avec nos envoyés spéciaux à Ouézendougu où la journée est célébrée cette année. Le comité interministériel de gestion des crises et catastrophes s'est réuni hier à la primature sous la présidence du Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga. À l'ordre du jour de cette réunion, le suivi de la mise en œuvre du plan d'action stratégique pour l'approvisionnement du pays en produits de première nécessité et en carburant. Le comité a salué les efforts consentis par le gouvernement pour assurer l'approvisionnement des populations en carburant, un approvisionnement qui devrait s'améliorer dans les jours à venir. Reportage à Mamadi Koné et Aliou Touré. De l'exposé du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, il ressort que plusieurs rencontres d'information se sont tenues en vue d'assurer l'approvisionnement du pays en produits de première nécessité, notamment en carburant. À la lumière de l'intervention des membres du gouvernement et d'autres responsables, la volonté du gouvernement est de tout mettre en œuvre pour soulager les populations face aux difficultés d'approvisionnement en carburant surtout. Du suivi du plan d'action, le retient que les 5 axes sont en train d'être mis en œuvre. Il s'agit notamment de la coordination et de la concertation, la sécurisation des convois et des travaux critiques, l'approvisionnement et la distribution avec bientôt la construction d'espaces de stockage, l'accompagnement des opérateurs économiques et les échanges avec les pays de transit de nos produits. L'analyse des difficultés fait ressortir la rétention des stocks de carburant ainsi que l'existence de circuits parallèles de distribution. Pour faire face à toutes ces difficultés, certaines recommandations ont été faites par le comité. Il s'agit notamment de réfléchir à la possibilité d'ouvrir les stations d'essence 24 heures sur 24 par un arrêté interministériel. Mettre en place un dispositif de convoyage des citernes à Bamako par les forces de sécurité. La mise en place d'un système de balisage des camions citernes et enfin le démantèlement des réseaux de distribution parallèles.
Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a présidé hier à l'école de maintien de la paix à Blondin-Bay l'ouverture des travaux du 10e congrès de la Société malienne de santé publique. Les professionnels de santé échangent autour du thème « La santé publique au service du développement durable en Afrique ». En matière de santé publique, le Mali enregistre des avancées significatives, surtout dans l'offre de soins et des services de santé. Awadit Makamara. La santé publique est bien plus qu'un enjeu médical. Elle est le socle du développement durable. Et c'est justement autour de cette vision que se tient cette grande rencontre scientifique placée sous le thème « Santé publique au service du développement durable en Afrique ». Dr Patrick Kabouré, représentant résident de l'OMS au Mali. Le thème résonne avec force dans notre engagement collectif et pour bâtir des systèmes de santé résilients, équitables et centrés sur les besoins des populations. Akori Ak Iknan, président de la SOMAZAP. Dans un contexte marqué par des défis climatiques, des inégalités sociales, les transitions démographiques, épidémiologiques et nutritionnelles et les crises sanitaires récurrentes, l'Afrique ne peut se permettre de dissocier santé et développement. La santé publique doit être pensée comme un levier stratégique pour réduire les vulnérabilités structurelles. Chercheurs, professionnels de santé, étudiants et décideurs venus du Mali et d'ailleurs vont échanger autour d'une centaine de communications reparties en plusieurs sous-thèmes, à savoir la santé publique, l'insécurité alimentaire et nutritionnelle dans un contexte de crise, le changement climatique, le concept One Health qui veut dire une seule santé. Colonel-major Assaba Diallo Touré, ministre en charge de la santé. Ce congrès de la SOMAZAP, une étape vers une vision partagée, vers des engagements concrets et vers une mobilisation collective. Ces rendez-vous scientifiques qui réunissent les intelligences les plus vives incarnent une conviction. La recherche et la formation ne constituent pas un luxe, mais les leviers essentiels de l'émergence économique, du développement durable, de la souveraineté intellectuelle et de la résilience des systèmes que nous construisons. Et pour joindre la théorie à la pratique, les officiels ont pu apprécier quelques prouesses des universitaires scientifiques du Mali et d'ailleurs. Les ministres sont invités à plus d'engagement pour booster la recherche. Dans le cadre de la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble des sites miniers de la commune rurale de Ntahaka, région de Gao, le commandant du théâtre Est de l'opération Dougoukoloko était face à la presse. Sur place, il a fait un communiqué sur la réglementation de l'exploitation du site d'orpaillage de Ntahaka. Je vous propose d'écouter le général de brigade Mamadou Massaoulé Samaki au micro de Aliou Idrissa Maïga depuis la cité des Askia. Le Conseil des ministres, dans sa session ordinaire du 24 août 2024, a adopté un projet de décret portant attribution d'un permis de recherche d'or à la Société de recherche et d'exploitation des ressources minières du Mali, la SOREM Mali SA, sur les périmètres de Ntahaka, dans le cercle de Intilit, région de Gao, sur une superficie de 97,41 km². De la date d'inscription et de publication de ce décret au journal officiel et pour des raisons d'insécurité fortement signalées dans la commune de Ntahaka et particulièrement sur les sites indiqués, la SOREM éprouve d'énormes difficultés à s'implanter dans la zone pour commencer son travail d'exploitation. Jusqu'à nos jours, le site de Ntahaka reste exploité par des particuliers maliens et autres ressortissants de la sous-région. Nous avons également constaté sur les sites d'orpaillage de Ntahaka la présence et une forte influence des groupes armés terroristes qui imposent la loi et qui exercent de fortes pressions sur les populations en les imposant des impôts et des taxes. Or, les sites aurifères de Ntahaka génèrent d'énormes mannes financières qui ne profitent guère à nos institutions. Pour ce faire, sur instruction des plus hautes autorités du pays et dans le cadre de l'exercice des missions régaliennes des FAMA, particulièrement du théâtre Est, nous allons procéder à la restauration de l'autorité de l'État dans la commune de Ntahaka dans sa globalité en un premier temps et très particulièrement sur les sites miniers qui correspondent
aux 97,41 km² dédiés à la SOREM. Pour ce faire, depuis quelques jours, des communiqués radio ont été diffusés sur les antennes régionales et dans les différentes langues demandant la cessation immédiate de toutes les activités d'exploitation sur les 10 sites et dans un délai bien déterminé dans les deux communiqués. Passé ce délai, tous les contrevenants s'exposeront à des sanctions conformément aux lois et réglementations en vigueur. À l'instant, vous venez d'écouter les commandants du théâtre Est de l'opération Dougou-Koloko, le général de brigade Mamadou Massaoulé Samaki au micro de notre reporter Aliou Idrissa Maïga. De Gao, nous nous rendons à Tombouctou, où la vulgarisation de la charte pour la paix et la réconciliation nationale est au cœur d'une journée d'échange et de partage. Cette initiative émane du Conseil régional de la jeunesse en partenariat avec le gouvernorat de Tombouctou. L'objectif visé est d'expliquer aux différents segments de la société les contenus du document en vue de son appropriation par les Maliens. Najim Baba Sissé. Après sa promulgation par le chef de l'État, l'heure est à l'appropriation de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale en vue de sa vulgarisation. À Tombouctou, l'initiative est portée par le Conseil régional de la jeunesse en collaboration avec le gouvernorat. Un exercice qui mobilise l'ensemble des forces vives de la région, soucieuses d'un Mali paisible et réconcilié. Amadou Narba, président du Conseil régional de la jeunesse de Tombouctou. La Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale est bien plus qu'un texte. Elle est l'expression d'une volonté collective, celle du peuple malien tout entier, de se réconcilier avec lui-même. Le conférencier du jour, M. Alou Badra Sangaré, appuyé par Fodé Bari, a axé sa présentation sur les différentes articulations du document pour mieux édifier l'assistance. Alou Badra Sangaré, conférencier. La vision et les principes de la charte, également les objets et les objectifs. Nous avons également parlé des valeurs partagées au Mali. Nous avons souligné également et mettre un accent particulier sur la sécurité nationale. Yehia Tandina, président de la délégation spéciale de la commune urbaine de Tombouctou. La charte est le fruit, sinon le miroir de tout Malien, parce que nous nous retrouvons en cela en matière de paix et de réconciliation nationale. Il n'y a eu aucune expertise extérieure. C'était des compétences maliennes. Après s'être réjoui des efforts inlassables des hautes autorités de la transition en faveur de la paix, de la sécurité et de la cohésion entre Maliens, le chef de l'exécutif régional invite chacun à s'impliquer pour la vulgarisation de ce document de référence. Contrôleur principal de police Bakoun Kanté, gouverneur de la région de Tombouctou. Document utile en vue de parvenir à l'instauration de la confiance et à la reconstruction du tissu social. Condition essentielle, pour ne pas dire condition sine qua non, pour poser les bases d'un meilleur avenir commun entre tous les Maliens et toutes les Maliennes de l'intérieur comme de l'extérieur. Après lecture de la formule d'engagement pour la paix et la réconciliation, les autorités ainsi que les acteurs sociaux se sont engagés en apposant leur signature sur le manifeste. Tombouctou, Najim Baba Sissé, Hassan Haïdara pour l'ORTM. Quelques mots de l'actualité hors de nos frontières. À présent, au Sénégal, une nouvelle pirogue transportant des migrants a été interceptée hier au large de Sangomar, dans le centre-ouest du pays. Selon la marine sénégalaise qui a procédé à cette interception, cette embarcation est partie d'un pays voisin avec à son bord 123 personnes. Elle était en route pour les côtes européennes. Au Ghana, 14 nouveaux migrants ouest-africains ont été expulsés ce lundi des États-Unis vers Accra. Ils portent à 42 le nombre total de personnes accueillies depuis le début de ce programme. Cet accueil suscite une polémique dans le pays. Il s'inscrit dans le cadre d'un accord conclu entre le Ghana et les États-Unis. Dans cette optique, la justice ghanéenne a été saisie hier pour demander la suspension de cet accord jugé inconstitutionnel par la population.
Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a annoncé que 11 groupes armés signataires de l'accord de paix ont officiellement été dissous, tandis que 2 autres sont en cours de dissolution. Cette dissolution est issue de l'accord de N'Djamena. Ce processus de désarmement résulte d'un partenariat renforcé entre la Centrafrique, la MINUSCA et la Russie. L'annonce a été faite à l'occasion de la 11e session du comité stratégique du DDR, désarmement, démobilisation, réintégration et rapatriement à Madagascar. Après le changement de pouvoir, 130 députés sur 136 ont voté hier pour la destitution du président Andry Rajoelina, présumé avoir quitté le pays. Pourtant, le chef de l'État, dans un décret publié, Andry Rajoelina, présumé avoir quitté le pays. Pourtant, le chef de l'État, dans un décret publié dans la matinée par la présidence, avait annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale. Au Qatar, le gouvernement de la RDC et le M23 se sont entendus à Doha sur un mécanisme de surveillance du cessez-le-feu dans l'est du pays. Cet accord constitue un nombre égal de représentants du gouvernement congolais et du M23. Il permettra d'enquêter sur les violations signalées en RDC et de les vérifier et de communiquer entre les parties concernées afin d'empêcher la reprise des hostilités. Selon le communiqué, l'annonce a été faite hier par les autorités qatariennes. Le chef de l'opposition kenyane Raila Odinga est décédé tôt ce matin en Inde à l'âge de 80 ans. Selon la police indienne, il aurait perdu connaissance lors d'une promenade avant de succomber. Ancien député puis au Premier ministre, Raila Odinga s'était présenté à plusieurs reprises à l'élection présidentielle. Il avait également été plusieurs fois emprisonné ou contraint à l'exil sous la présidence de Daniel Arap Moi. La page sport à prison football le week-end sera marquée sur le continent par la rencontre du 2e tour préliminaire des compétitions des clubs de la CAF. Nos 2 représentants, le Stade Malien de Bamako en Ligue des Champions et le Joliba Assis en Coupe de la Confédération, seront en déplacement d'ici la fin hier des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 zone Afrique. Les 9 qualifiés du continent et les 4 barragistes sont connus ici à Bamako. L'actualité, c'est le tournoi IFOA A zone 2 des moins de 17 ans avec les demi-finales prévues aujourd'hui. Ali Djoumatina nous en parle. Football, tournoi UFOA U17 qui se déroule au Mali. Les demi-finales sont au programme ce mercredi à 16h. Au stade Mamadou Konaté, la première demi-finale oppose Guinée-Bissau au Sénégal. Et à 19h, toujours au stade Mamadou Konaté, en seconde demi-finale, la Guinée-Conakry sera face au Mali. Les 2 vainqueurs des demi-finales décrocheront leur ticket pour la prochaine phase finale de la CAN des cadets. Les 2 équipes perdantes des demi-finales s'affronteront en match de classement pour obtenir le 3e ticket qualificatif. À suivre ce mercredi, ces 2 demi-finales sur la radio nationale. Éliminatoire Coupe du Monde 2026 zone Afrique, on connaît désormais les 9 qualifiés du continent ainsi que les 4 meilleurs deuxièmes des 9 poules qui vont jouer les barrages. Hier, à l'issue des dernières rencontres de la 10e et dernière journée, les Lions de la Teranga du Sénégal dans le groupe B, les Éléphants de Côte d'Ivoire dans le groupe F et les Bafana Bafana d'Afrique du Sud dans le groupe C ont obtenu leur billet pour la grande messe du football mondial. Ces 3 pays rejoignent ainsi le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, le Ghana et le Cap-Vert qui s'étaient déjà qualifiés. S'agissant des 4 meilleurs deuxièmes qui vont disputer les barrages africains, nous avons les Panthères du Gabon 19 points, les Léopards de la RD Congo 16 points, les Lions indomptables du Cameroun 15 points plus 9 et les Super Eagles du Nigeria qui dépassent in extremis les étalons du Burkina Faso avec un but de différence. Le Nigeria compte 15 points plus 7 alors que le Burkina Faso enregistre 15 points plus 6. Ces barrages sous forme de demi-finale directe se joueront au mois de novembre prochain au Maroc. Et le vainqueur jouera un autre barrage intercontinental à l'issue duquel l'unique ticket qualificatif sera connu. De façon générale, pour le moment, après cette fenêtre FIFA, 28 pays sont qualifiés pour le mondial.
Zone Europe, l'Angleterre, première équipe qualifiée sur 16 places directes. Zone Afrique, nous avons les 9 qualifiés. Zone Asie, 8 places directes, 8 qualifiés. Entre autres, le Japon, la Corée du Sud, le Qatar, l'Australie, l'Arabie Saoudite et la Jordanie. Zone CONCACAF, 6 places directes, 3 qualifiés pour le moment, les pays co-organisateurs. Les États-Unis, le Canada et le Mexique. Zone Amérique du Sud, 6 places directes, 6 qualifiés, à savoir l'Argentine, le Brésil, l'Uruguay, l'Équateur, la Colombie et le Paraguay. Enfin, zone Océanie, une place directe enlevée par la Nouvelle-Zélande. Compétition africaine des clubs, les rencontres allées du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération se jouent ce week-end un peu partout à travers le continent. Concernant nos 2 représentants, ils seront tous en déplacement. En Ligue des champions, le Stade malien de Bamako joue dimanche à Mauritanie chez le FC Nouadhibou. C'est même dimanche, l'USFA du Burkina Faso sera l'hôte du Luba Athletic Club en Coupe de la Confédération. Les matchs retour de nos 2 clubs sont prévus la semaine suivante à Bamako. Chronique de l'environnement. La journée internationale pour la réduction des risques de catastrophes est célébrée chaque 13 octobre. Cette année, le monde entier réfléchit autour d'un thème fort, financer la résilience par les catastrophes. Au Mali, la Direction générale de la protection civile appelle à un changement de comportement en vue d'éviter les risques. La chronique de l'environnement, c'est une réalisation de Agibou Koulibaly. Selon colonel Cheikh Fantambadi Koné, point focal national réduction des risques et catastrophes et coordinateur du projet Hydromet Mali, ce thème, financer la résilience par les catastrophes, invite à repenser les priorités nationales. Financer la résilience par les catastrophes est un thème global décidé par l'UNHCR, le Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques et catastrophes. Il s'agit d'un thème qui est essentiel et important pour tout le temps. Normalement, ce thème devrait être ajouté à toutes les thématiques de chaque année pour qu'on puisse penser effectivement à financer la résilience et non pas les catastrophes. Donc, le sens que nous donnons, c'est de renforcer la culture de la résilience, c'est de renforcer la culture des actions anticipatoires, c'est de faire suivre les textes réglementaires en matière d'urbanisation, en matière de gestion des risques et des catastrophes dans chaque pays. Pour notre interlocuteur, la gouvernance nationale de la réduction des risques repose sur la coordination entre plusieurs acteurs. La gouvernance actuelle au niveau national de la réduction des risques et catastrophes est organisée tout autour d'une plateforme nationale de réduction des risques et catastrophes, laquelle est créée depuis 2006 par décret pris en Conseil des ministres, qui est subordonnée à un comité interministériel de gestion des risques et des catastrophes présidé par le Premier ministre. Donc la plateforme nationale pour la réduction des risques et catastrophes est l'organe unique d'échange et de concertation en matière de risques, de gestion et de catastrophes en République du Mali. Donc elle est également reconnue par le Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques et des catastrophes, UNHCR. Une gouvernance concertée, mais qui nécessite davantage d'engagement budgétaire et de planification sur le long terme. Colonel Cheikh Fantambadi Koné, point focal national réduction des risques et catastrophes, coordinateur du projet Hydromet Mali. Les principaux défis à relever pour faire la réduction des catastrophes et le financement de la résilience, une priorité nationale reste encore l'implication d'un certain nombre d'organisations, notamment la société civile, les organismes d'assurance et de réassurance, les banques, qui aussi sont une grande frange nécessaire pour le financement de ces activités-là. Nous avons déjà des assurances qui sont mises en place sur le plan global, qui nous permettent d'activer certaines choses, notamment en cas de sécheresse, comme on l'appelle couramment l'assurance ARC, African Risk Capacity, qui est une mutuelle panafricaine d'assurance en matière de réduction des catastrophes, dont la sécheresse. Et nous sommes en train de travailler de sorte que nous puissions avoir d'autres types d'assurances autour des inondations, autour des accidents graves, autour des épidémies. Pour le colonel Koné, investir dans la résilience, c'est bâtir un Mali plus prévoyant, plus solidaire et plus sûr face aux aléas climatiques et aux catastrophes humaines. Point final à cette édition qui vous a été présentée par Issata Salou Maïga. Sa mise en onde a été assurée par Fousseini Sissoko. Mise en ligne à Aroua Balaïra. Réalisation Adam Maïga. Coordination Ousmane Dawa. Merci d'avoir été des nôtres. Et à très vite sur les antennes de l'ERTM pour d'autres informations encore plus poignantes d'ici et d'ailleurs. Restez connectés. Nos programmes se poursuivent dans quelques instants. Kani Keita et Adama Koulibaly seront là pour la lecture des avis et communiqués divers.